On pouvait presque toucher la tension dans l'air. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Diddy, l'homme qui avait autrefois régné sur l'industrie musicale, le roi du hip-hop à la tête d'un empire de plusieurs milliards, s'est effondré devant tout le monde. Son visage est devenu livide, son corps s'est affaissé, et les agents de sécurité ont dû se précipiter pour l'empêcher de s'écraser au sol. La raison de cet effondrement? 50 Cent venait de faire l'impensable, révéler l'existence d'enregistrements secrets accumulés pendant plus de 20 ans, des preuves que personne ne soupçonnait. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des affaires judiciaires les plus explosives. Ici, on vous raconte ce que les autres n'osent même pas évoquer. Personne ne s'attendait à une telle révélation. Ce jour-là, tout devait suivre un déroulement classique, avec un simple témoignage supplémentaire. Mais tout a basculé. Les regards étaient rivés sur le banc des témoins quand Diddy a soudainement eu du mal à respirer. Un murmure de stupeur a parcouru la salle. Même le juge a figé. Sans annonce, sans signe avant-coureur, Diddy s'est mis à transpirer abondamment, luttant visiblement pour reprendre son souffle. Jusqu'à ce moment, il avait réussi à garder son sang-froid. Malgré la gravité des accusations, il avait gardé l'allure d'un homme confiant. Mais quelque chose a cédé. Était-ce le poids accablant des preuves? Le choc de découvrir qu'un proche l'enregistrait depuis des années? Ou encore la peur de voir son image publique soigneusement construite voler en éclats? Peu importe la cause, le masque est tombé. Il n'était plus une star face à des caméras. Il était un homme regardant son monde s'effondrer. Et quand il a commencé à vaciller sur son siège, personne n'était prêt à ce qui allait suivre. Car ce que 50 Cent a révélé à propos des soirées organisées par Diddy, des crimes présumés et de l'abus systématique de pouvoir, ce n'était pas seulement choquant. C'était un signal d'alarme pour toute l'industrie du divertissement. Aucun secret ne reste enterré à jamais. Tout avait pourtant commencé comme une journée normale. Des murmures discrets parcourèrent la salle. Les journalistes s'installaient, les avocats peaufinèrent leurs notes. Puis, soudainement, 50 Cent a été ajouté à la liste des témoins. L'effet a été immédiat. L'ambiance a changé du tout au tout. Certains pensaient à une erreur, d'autres à un coup de pub. Mais dès qu'il a marché vers la barre, le regard dur, la mâchoire serrée, tout le monde a compris. Ce n'était pas du cinéma. Le juge a haussé un sourcil. Diddy, jusque-là concentré avec ses avocats, a blêmi. Ses mains, qui prenaient encore des notes quelques instants plus tôt, tremblaient visiblement. 50 Cent s'est assis sans adresser un regard à quiconque. Il n'a même pas tourné la tête vers Diddy, désormais raide sur son siège, les yeux écarquillés, l'air paniqué. « Je suis ici pour dire la vérité », a commencé 50 Cent, et j'attendais ce moment depuis très longtemps. Le juge a donné son accord, et à cet instant précis, le procès a pris une toute nouvelle dimension. Ce que 50 Cent s'apprêtait à dévoiler n'était ni une rumeur, ni une fuite sur les réseaux sociaux. C'était une vérité documentée, soigneusement conservée pendant près de 20 ans. L'avocat de Diddy a immédiatement protesté, rappelant que le rappeur ne figurait pas sur la liste initiale des témoins et mettant en doute la pertinence de son témoignage. Mais le procureur a répondu calmement que de nouvelles preuves avaient été découvertes, directement liées aux accusations de racket et de trafic sexuel. Après une rapide discussion à huis clos, le juge a rejeté l'objection et a autorisé 50 Cent à poursuivre. Le silence était pesant. Même le bourdonnement de la climatisation semblait assourdissant. Les journalistes se sont penchés, stylo prêt. La famille de Diddy, présente chaque jour pour le soutenir, échangeait des regards inquiets. 50 Cent a ajusté le micro, puis a levé les yeux vers le jury. Ce que je vais vous révéler ne vient ni de rumeurs, ni de on-dit. Ce sont des enregistrements que je conserve depuis 2003. Un murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat principal de Diddy se leva une nouvelle fois pour contester la procédure, mais Diddy lui-même posa une main sur son bras, l'arrêtant d'un geste calme, comme s'il savait déjà ce qui allait être révélé, et qu'il avait accepté de faire face à la vérité. Le procureur s'avança avec un ordinateur portable et plusieurs disques durs. Il les présenta comme pièces à conviction. Monsieur le juge, ces enregistrements ont été authentifiés par 3 experts indépendants. Ils sont authentiques, non modifiés,
et confirme point par point les témoignages de plusieurs victimes dans cette affaire. Le juge examina les registres de preuves, hocha la tête et donna son feu vert. 50 Cent prit une profonde inspiration avant de se lancer. Ce qu'il allait dire allait tout changer. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence, déclara-t-il. J'ai construit ma propre carrière musicale, j'ai produit des séries à succès, j'ai monté des entreprises valant des centaines de millions. Mais rien de tout ça ne peut effacer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et surtout, qui en est responsable. Il tourna légèrement la tête vers Diddy. C'est toi. 50 Cent expliqua que tout avait commencé comme tant d'histoires dans le milieu. Une simple invitation professionnelle, transmise par des contacts communs dans l'industrie musicale. On lui avait présenté ça comme une opportunité de réseautage lors de l'une des célèbres soirées privées de Diddy. À l'époque, il était encore nouveau dans le game, et être invité à une soirée de Diddy, c'était une forme de consécration. Il en avait entendu parler, bien sûr, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir. Dès son arrivée dans le manoir situé dans les Hamptons, quelque chose lui parut étrange. La maison, immense, était cachée derrière des portails et de hautes haies. La sécurité y était omniprésente. Tous les téléphones étaient contrôlés à l'entrée. L'ambiance était bizarre, presque électrique. Les invités paraissaient nerveux. La musique était tellement forte qu'on ne pouvait même pas entendre les gens parler à 2 pas. En entrant, il remarqua aussitôt des caméras déguisées en éléments de décoration. C'était, disait-on, pour la sécurité des célébrités présentes. Mais à ses yeux, c'était autre chose. C'était comme si on voulait filmer sans que personne ne sache ce qui se passait vraiment. Au fil de la soirée, on le conduisit dans des espaces de plus en plus privés. Plus il avançait dans la maison, moins il y avait de monde. Des agents de sécurité gardaient certaines portes, vérifiant les noms sur des listes. Il avait l'impression d'être constamment observé. Puis, après quelques heures et plusieurs verres, Diddy l'approcha en personne. Il lui lança « C'est moi qui décide qui réussit dans cette industrie et qui disparaît. Tous ceux qui sont ici le savent. » Et il sourit. Ce sourire, ce n'était pas de la sympathie. C'était un sourire de domination. 50 Cent reprit « À cette époque, j'étais encore en train de me reconstruire après la fusillade qui a failli me coûter la vie. Je n'étais pas en position de m'opposer à quelqu'un d'aussi puissant que lui. Mais je n'étais pas prêt à me laisser contrôler non plus. » C'est ce soir-là qu'il prit une décision. Une décision qui allait durer 20 ans. Il commença à tout enregistrer. Il décrivit comment, au départ, il utilisait de petits dictaphones cachés dans ses vêtements, puis comment il s'était équipé avec du matériel plus perfectionné au fil du temps. Je n'avais pas l'intention de m'en servir contre qui que ce soit à l'époque. C'était une forme de protection. Si quelque chose m'arrivait, il y aurait des preuves. Le juge lui demanda alors s'il avait obtenu le consentement des personnes enregistrées. 50 Cent répondit « La plupart de ces enregistrements ont été faits à New York. Là-bas, une seule partie doit donner son consentement pour qu'un enregistrement soit légal. Et cette personne, c'était moi. » Il ajouta que ces scènes ne s'étaient pas produites dans des conversations privées, mais bien dans des lieux accessibles lors d'événements regroupant des dizaines de témoins. L'avocat de Diddy intervint à nouveau, soutenant que ces enregistrements violaient les lois sur la vie privée. Mais à ce moment-là, le doute s'était déjà installé et les regards dans la salle d'audience avaient changé. Le procureur répondit calmement que ces enregistrements ne relevaient pas de simples violations de la vie privée, mais documentaient des actes criminels, ce qui, selon la loi, prévalait sur toute considération de confidentialité. Après avoir entendu les 2 parties, le juge statua. Seuls les enregistrements directement liés aux accusations pénales seraient autorisés à être diffusés. 50 Cent expliqua alors qu'il avait transmis des centaines d'heures d'enregistrements aux enquêteurs fédéraux 3 mois plus tôt, après avoir visionné une vidéo de surveillance où l'on voyait Diddy agresser Cassie dans un couloir d'hôtel. Cette vidéo n'a fait que confirmer ce que je savais depuis des années, dit-il. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma, une habitude. Alors que le procureur lançait le premier enregistrement, daté d'août 2003, la tension monta encore d'un cran. Diddy, visiblement nerveux, se mit à transpirer abondamment.
Son avocat lui tendit un verre d'eau qu'il but avec une main tremblante. Personne dans la salle ne s'attendait à ce qu'il allait entendre. L'audio, diffusé par les haut-parleurs de la salle d'audience, était légèrement étouffé par la musique de fond. Mais la voix de Didi était reconnaissable entre toutes. « Personne ne part tant que je n'ai pas dit qu'on part. Personne ne me dit non. C'est clair ?» Une voix féminine, apeurée, répondit « S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. » Et Didi de répliquer froidement « Tu partiras quand j'en aurai fini avec toi. C'est comme ça que ça marche. » 50 Cent expliqua qu'il avait enregistré cette scène lors d'une after-party des MTV Video Music Awards en 2003. Il était dans une pièce attenante quand il a entendu l'échange. La jeune femme était mannequin, invitée par l'un des proches de Didi. Elle tentait de quitter la soirée, mais il l'en empêchait. Le procureur diffusa ensuite un deuxième enregistrement, cette fois daté de 2007. La qualité audio était bien meilleure. Didi y déclarait d'un ton menaçant « Je possède tout le monde ici. C'est moi qui vous ai fait et je peux vous détruire tout aussi facilement. Ne me testez pas. » 50 Cent identifia plusieurs voix en arrière-plan, des artistes célèbres, alors signés chez Bad Boy Records. La scène se déroulait pendant une session d'enregistrement. Didi, furieux qu'un membre du groupe remette en question sa direction artistique, était entré dans une colère noire. Il ne menaçait pas seulement des carrières, mais aussi la sécurité physique des personnes présentes. Au fil des enregistrements, 50 Cent fournissait le contexte de chaque extrait. Il y avait des conversations évoquant la manière de faire taire ceux qui s'opposaient à Didi, des discussions semblant concerner des versements d'argent pour acheter le silence de certaines victimes et des menaces claires envers quiconque oserait parler. Un extrait particulièrement troublant, datant de 2012, contenait une planification détaillée de ce que Didi appelait un « freak-off » prévu pour le week-end suivant. Que tout le monde laisse son téléphone à l'entrée, prends les fournitures habituelles, double la quantité de la dernière fois, et assure-toi que tous signent les NDA, accords de confidentialité, avant même de passer la porte. Une autre voix demanda « Et pour les invités spéciaux ?» Didi répondit « Eux n'ont pas le choix. Ils font ce qu'on leur dit s'ils veulent continuer à bosser dans cette ville. » À chaque nouvel enregistrement, Didi semblait s'effondrer un peu plus dans son fauteuil. Son avocat multipliait les objections, répétant que les propos étaient sortis de leur contexte. Mais le juge les rejetait une à une, car le schéma était devenu évident. Puis, l'enregistrement le plus accablant fut diffusé. Il datait de 2016, quelques semaines avant l'incident à l'hôtel avec Cassie. La voix de Didi, froide et calculatrice, disait « Elle devient trop indépendante. Elle croit qu'elle peut décider sans moi. Il faut que je lui rappelle qui commande. » Une voix masculine lui demanda « Tu vas faire quoi ?» Et Didi répondit « Tout ce qu'il faudra. J'ai trop de choses sur elle pour qu'elle puisse me quitter. Elle sait ce qui arrive à ceux qui me trahissent. » Un silence de mort tomba sur la salle. Plusieurs jurés eurent un mouvement de recul. Les avocats de Cassie, présents dans l'assistance, échangèrent des regards graves et prirent des notes. 50 Cent expliqua « Ce soir-là, j'étais à un dîner privé chez Didi. On n'était que 6 autour de la table. Cassie n'était pas là, mais il parlait d'elle ouvertement. J'avais un enregistreur caché dans ma montre. Je sentais que quelque chose de grave allait arriver, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Le procureur demanda alors « Avez-vous essayé de prévenir Mademoiselle Ventura ?» « J'ai tenté de faire passer des messages à travers des amis communs, » répondit 50 Cent. Mais Didi la tenait tellement isolée, tellement sous contrôle, que personne ne pouvait l'atteindre. Et j'avais peur. Peur de ce qu'il ferait s'il apprenait que j'essayais de l'aider. Au fil des extraits, une chronologie glaçante se dessinait, faite de contrôle, de manipulation et de menaces sur près de 20 ans. Ces enregistrements venaient confirmer point par point ce que d'autres témoins avaient raconté. Mais cette fois, les preuves étaient audio. À mi-chemin de la présentation, Didi semblait au bord de la rupture. Son souffle s'accélérait, son visage passait du blanc au rouge. Il desserra sa cravate et murmura quelque chose à son avocat, visiblement inquiet. L'avocat se leva et s'adressa au juge. « Monsieur le juge, mon client ne se sent pas bien. Nous demandons une courte suspension de séance. » Alors que le juge s'apprêtait à répondre, un événement inattendu bouleversa la salle.
Didi se leva brusquement, chancela sur ses jambes, puis s'effondra. Les agents de sécurité se précipitèrent vers lui et le chaos s'installa aussitôt dans la salle d'audience. Le juge ordonna le silence et demanda au personnel de sécurité de faire évacuer la salle pendant qu'une assistance médicale était appelée d'urgence. Allongé au sol, inconscient, l'ancien magnate de l'industrie musicale ne montrait plus rien de l'aura de pouvoir qu'il avait autrefois imposée. Sur le banc des témoins, 50 Cent restait immobile, observant la scène sans la moindre émotion. Le lendemain, à la reprise du procès, Didi était de retour, mais profondément changé, silencieux, visiblement affaibli. Le rapport médical évoquait un épisode de stress aigu, combiné à une déshydratation sévère, mais il était jugé apte à poursuivre les audiences. Son équipe juridique demanda un report, mais le juge refusa catégoriquement. Le procès continuerait comme prévu. 50 Cent reprit alors sa place à la barre des témoins. Il se souvint d'un événement marquant survenu en 2009 lorsqu'il avait suivi Didi dans une section privée d'une soirée, pensant qu'ils allaient discuter d'un projet professionnel. Mais ce qu'il y découvrit le glaça. Il y avait des jeunes femmes, certaines à peine conscientes. J'en ai reconnu quelques-unes. Elles étaient apparues dans des clips. D'autres semblaient terrifiées, mal à l'aise. Des gens filmaient la scène comme si c'était normal. Et Didi, il dirigeait tout ça, comme si c'était une mise en scène ordinaire. Il s'interrompit, avala difficilement sa salive, puis ajouta « Je ne savais pas comment sortir. Et c'est justement ça, le piège. Une fois que tu es dedans, tu n'en sors plus. » Sa voix était calme, mais vide. Quelques jours après cet événement, 50 Cent reçut un appel d'un numéro masqué. La voix à l'autre bout était brève et menaçante. « Je sais ce que tu as vu. Tais-toi si tu veux rester dans le game. » Puis l'appel coupa net. Il crut d'abord à une menace en l'air, jusqu'à ce qu'un colis arrive chez lui. Aucune indication sur l'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB. Il hésita à l'ouvrir, puis le fit. Il y avait des images de cette nuit-là. Je ne me souvenais même pas avoir été filmé, mais on me voyait, en arrière-plan. Et derrière la caméra, on entendait la voix de Didi. « Maintenant, j'ai quelque chose sur chacun d'eux. Voilà comment fonctionne sa famille. » Le témoin expliqua alors qu'il n'avait jamais ressenti une peur aussi profonde de sa vie. J'ai compris ce jour-là que je n'avais pas été invité à une fête. J'avais été initié. C'est à partir de ce moment, selon lui, qu'il a commencé à enregistrer méthodiquement tout ce qui se passait autour de Didi. Ce n'était plus seulement pour se protéger lui-même. Je savais qu'il y avait des victimes sans voix, sans pouvoir, sans aucun moyen de se défendre. Je me suis dit qu'un jour, si j'avais assez de preuves, justice pourrait être faite. Le procureur diffusa alors d'autres enregistrements, datés de 2010 à 2020. Chaque extrait dévoilait comment Didi contrôlait son entourage. Artistes, employés, collaborateurs. On entendait des discussions sur le bannissement de ceux qui refusaient de participer au freak-off, sur l'usage d'enquêteurs privés pour salir la réputation de personnes perçues comme des menaces, ou encore des consignes claires à la sécurité pour empêcher certains invités de quitter les événements. Un enregistrement de 2014 montrait à quel point Didi avait conceptualisé son pouvoir. L'argent, ça se perd. La célébrité, ça disparaît. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose sur chacun. C'est ça, le vrai pouvoir. 50 Cent déclara que cette mentalité imprégnait chaque aspect de la vie de Didi. Il ne cherchait pas seulement à réussir. Il voulait posséder les gens. Il voulait qu'ils aient peur de lui, qu'ils ne puissent même pas envisager de lui désobéir. Le procureur demanda alors s'il pouvait citer des artistes célèbres qui auraient été témoins ou victimes de ce système. 50 Cent nomma plusieurs stars connues, expliquant que certaines avaient été manipulées, d'autres avaient vu, mais n'avaient rien dit, paralysées par la peur. Ce n'était pas seulement ce qu'il faisait, expliqua-t-il. C'était le fait que tout le monde savait qu'il pouvait le faire à n'importe qui. Les rumeurs circulaient. On racontait qui avait été blacklisté, qui avait été passé à tabac, qui avait disparu du circuit du jour au lendemain. Une ambiance de terreur invisible s'était installée dans l'industrie.
Il conclut ce passage en expliquant comment Diddy mélangeait toujours charme, générosité et menaces voilées pour garder tout le monde sous sa coupe. J'ai dû me créer une carrière parallèle, une trajectoire qu'il ne pourrait pas contrôler. C'est ainsi que 50 Cent expliqua pourquoi il s'était tourné vers la production télévisuelle, les marques d'alcool et d'autres secteurs. Je devais être indépendant. Le procureur diffusa ensuite un enregistrement datant de 2019 dans lequel on entendait clairement Diddy dire, à propos de 50 Cent, « Il croit qu'il est intouchable maintenant, mais personne ne l'est. Personne. » 50 Cent poursuivit. Plus son pouvoir grandissait, plus la pression directe exercée par Diddy se faisait discrète. Mais la menace, elle, restait toujours là. Diddy avait simplement reporté ses attaques sur des cibles plus faciles. Des personnes avec moins de moyens, moins de notoriété, moins de capacité à se défendre. Mais il n'a jamais oublié que j'avais osé lui dire non. Il raconta ensuite comment il avait observé à distance les premières accusations publiques à l'encontre de Diddy. Et quand Cassie a porté plainte, il a su que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je savais qu'il y avait des dizaines d'autres victimes avec des histoires similaires, mais elles avaient encore trop peur de parler. Le procureur lui demanda alors « Qu'est-ce qui vous a poussé à remettre enfin ces enregistrements aux autorités fédérales ?» 50 Cent répondit d'une voix plus grave, plus basse. « Je suis resté silencieux pendant presque 20 ans. Je me disais que ce n'était pas mon histoire, que je ne pouvais pas parler à la place de victimes qui n'étaient pas prêtes à se faire entendre. Mais tout a changé quand la vidéo de l'hôtel a commencé à circuler. La vidéo où l'on voit Diddy agresser Cassie. La première fois que j'ai vu les images, je n'arrivais pas à croire à une telle violence. Et puis j'ai reçu un appel, pas de la police, d'un ancien proche. Il m'a dit « 50, ils vont enterrer cette affaire. L'équipe de Diddy est déjà à l'œuvre. Ça parle. » C'est là qu'il a eu le déclic. Je ne savais même pas que des caméras de surveillance d'hôtel avaient enregistré quelque chose. Mais une fois que j'ai compris qu'ils allaient tout étouffer, tout s'est connecté. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repensa à tout. Les fêtes, les menaces, les carrières brisées, les vies abîmées. C'était un système organisé. Et lui, il en avait été témoin, un témoin, avec le pouvoir d'en révéler l'existence. Ce n'était pas la peur qui m'a poussé à agir. C'était la colère. Il comprit que s'il restait encore silencieux, ce silence finirait par devenir son héritage. Et il ne pouvait pas vivre avec ça. Mes enfants liront ces articles. Mes petits-enfants aussi, un jour. Je devais parler. Il raconta comment il avait appelé lui-même le FBI. Je leur ai dit, « J'ai des enregistrements qui remontent à 20 ans. Posez-moi toutes vos questions. Je suis prêt à tout vous donner. » Puis, regardant les jurés, il ajouta, « Je n'étais pas un simple témoin passif. J'étais complice, par mon silence. J'ai vu, j'ai enregistré, et j'ai attendu. » Il se tourna une dernière fois vers Diddy, cette fois avec un ton plus ferme. « Et toi, tu savais exactement ce que j'étais en train de faire. » Pour conclure son témoignage, le juge autorisa 50 Cent à s'adresser directement à Diddy. Il se leva, fit quelques pas vers lui et le fixa droit dans les yeux. « Tu as bâti un empire sur la peur. Tu appelais ça du mentorat. Tu appelais ça une famille. Tu appelais ça la bad boy way. Mais en réalité, tu as construit une prison autour de tous ceux qui te côtoyaient. » Diddy ne répondit pas. Il restait immobile, son avocat lui murmurant quelque chose à l'oreille. Mais 50 Cent ne détourna pas le regard. « J'ai vu ce que tu as fait aux jeunes artistes. J'ai vu ce que tu as fait aux femmes. J'ai entendu ce que tu disais quand tu croyais que personne n'écoutait. Tu as brisé des gens pour asseoir ton pouvoir. » Puis, lentement, il sortit quelque chose de sa poche. Un petit téléphone à clapet, totalement dépassé. « Voici mon tout premier appareil d'enregistrement. 2003, juste avant que je comprenne ce que tu faisais vraiment. Ce jour-là, j'ai décidé. Je ne me suis jamais laissé contrôler par toi. » 50 Cent leva l'ancien téléphone vers le tribunal. « Je l'ai toujours gardé comme un rappel de ce qui arrive quand le pouvoir reste sans limite. » Il se tourna alors vers les jurés. « Si vous pensez que tout ça ne concerne qu'une fête, qu'une vidéo, ou que moi, alors vous ne voyez pas l'ensemble. C'est un système entier,
pensé pour réduire les victimes au silence et protéger les agresseurs. Et si on ne le démonte pas, il continuera. Enfin, il fit face à Didi une dernière fois. « Tu as dit un jour, personne ne peut me retenir. Mais la vérité, elle, le peut. » Puis il retourna calmement vers la barre, ramassa ses affaires et attendit que le juge le congédie. Didi, lui, restait figé, le teint livide, les doigts tremblants. Pour la première fois depuis des décennies, il ne contrôlait plus rien dans la pièce. Le procureur posa alors une ultime question. « Monsieur Jackson, après tout ce que vous avez vu et enregistré au fil des années, pensez-vous que Sean Combs représente un danger pour les autres ?» Sans la moindre hésitation, 50 Cent répondit « Tant qu'il aura du pouvoir, de l'argent et de l'influence, oui, le système qui l'a protégé est toujours en place. Les gens qui l'ont aidé sont toujours en poste. Et les victimes, elles, ont encore peur. » Au moment où 50 Cent fut remercié et quitta le banc des témoins, Didi se leva soudainement. La tension fut immédiate. Les agents de sécurité s'approchèrent. Mais avant que quiconque n'ait le temps de réagir, Didi roula des yeux et s'effondra au sol, cette fois sans que personne ne puisse l'empêcher de tomber. Le juge appela immédiatement les secours. La salle fut évacuée alors que les paramédics arrivaient en urgence avec un brancard. La dernière image que virent les journalistes avant d'être poussés dehors fut celle de Didi, inconscient, en train d'être hissé sur la civière, entouré de ses avocats en panique. À l'extérieur du tribunal, une foule s'était formée, alertée par les rumeurs du procès. Quand 50 Cent apparut, un silence respectueux s'installa, avant qu'un applaudissement spontané ne jaillisse. Il ne réagit pas. Il marcha droit vers une voiture, escorté par son équipe de sécurité. Un journaliste cria « Pensez-vous que justice sera rendue ?» 50 Cent s'arrêta un bref instant, regarda derrière lui et répondit « Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est au jury. » Puis il entra dans la voiture et disparut. Quand il descendit de la barre, 50 Cent n'avait pas l'air d'un homme qui venait de gagner. Il ressemblait plutôt à quelqu'un qui venait enfin de libérer une vérité qu'il portait depuis bien trop longtemps. La salle d'audience, elle, restait sous tension, presque comme si l'air manquait encore. Même le juge semblait ébranlé. Certains jurés avaient les larmes aux yeux. Et Didi, juste avant de s'écrouler, avait affiché, pour la toute première fois depuis le début du procès, une chose, le vide, le silence, l'impuissance. 50 Cent ne parla pas aux journalistes en sortant. Pas de pause, pas de geste. Il sortit la tête haute, mais les épaules chargées de 20 ans de silence, de peur et de vérité contenue. Quand des reporters lui demandèrent plus tard s'il se sentait soulagé, il aurait simplement répondu « Il n'y a pas de soulagement dans tout ça, seulement la vérité. » Et elle a mis trop de temps à sortir. Mais pendant que le procès touchait à une pause, le monde extérieur commençait à peine à encaisser le choc. L'industrie musicale entra dans une panique silencieuse. Des réunions de crise furent organisées. Des campagnes promotionnelles stoppées. Des collaborateurs qui soutenaient Didi quelques jours plus tôt prenaient désormais leur distance, publiant des communiqués vagues, teintés de prudence. En coulisses, les agences de relations publiques donnaient des consignes strictes, ne commentez pas l'affaire. Mais sur Internet, tout allait plus vite. Les internautes remettaient bout à bout les indices, certains visibles depuis des années. Des vieilles interviews dans lesquelles Didi parlait de pouvoir avec des mots glaçants, des photos d'artistes mal à l'aise à ses soirées, et surtout des accusations passées, jadis balayées comme du buzz ou des tentatives d'extorsion que l'on réévaluait enfin avec sérieux. Les fans n'étaient pas seulement choqués, ils étaient en colère qu'un homme comme 50 Cent ait dû porter ce fardeau seul, en colère que des alertes sérieuses aient été classées comme de simples clashs de rap, en colère que l'industrie ait fermé les yeux aussi longtemps. L'ère du silence était terminée. Didi resta hospitalisé pendant 3 jours après sa seconde chute en pleine audience. Ses avocats déposèrent une demande d'annulation du procès, affirmant que leur client n'était plus en état physique ou mental de continuer. Mais cette fois, le juge refusa. Le juge statua que le procès reprendrait la semaine suivante, avec ou sans la présence de Didi. Des rapports médicaux, rapidement fuités dans la presse,
indiquaient que Didi souffrait de stress intense et d'anxiété aiguë, provoquant une tension artérielle élevée et des palpitations cardiaques. Certains commentateurs pensaient que ce malaise était une stratégie calculée pour attendrir le jury. D'autres, au contraire, estimaient que la chute était bien réelle. Le corps d'un homme confronté en direct à l'effondrement de son empire. Pendant ce temps, 50 Cent faisait face à un double écho médiatique. Acclamé par ses soutiens comme un lanceur d'alerte courageux, il était aussi critiqué par ceux qui remettaient en question ses intentions. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler, si les preuves avaient été recueillies pendant 2 décennies? Dans une interview rare, donnée peu après son témoignage, 50 Cent répondit frontalement à ses critiques. « Il me fallait des preuves qu'on ne pourrait pas balayer. Un seul enregistrement, on peut l'expliquer. Mais 20 ans de documents audio, c'est une histoire complète, indéniable. » Des experts juridiques prirent rapidement la parole pour expliquer l'impact potentiel de ces révélations sur l'affaire. Marcia Johnson, avocate en défense criminelle, déclara sur CNN « Ces enregistrements offrent du contexte et corroborent les témoignages des victimes. Ils exposent un schéma de comportement cohérent avec les accusations. Ce type de preuve est particulièrement fort parce que ce sont les propres mots de l'accusé. » De son côté, Thomas Reynolds, ancien procureur, ajouta « L'accusation a bâti un dossier qui ne montre pas seulement des faits isolés, mais un système structuré, actif depuis des décennies. Les enregistrements servent de lien logique entre les accusations dispersées, prouvant qu'elles s'inscrivent dans une même mécanique d'abus. Quand le procès reprit, Didi réapparut amaigri, affaibli. Fini les costumes de luxe. Il arborait une tenue bien plus modeste, presque effacée. Dans la salle, sa famille s'était raréfiée. Seule sa mère et l'un de ses fils étaient encore présents avec constance.